Alors, vous devez vous demander pour certains, qu'est-ce que je fais avec la bannière solidarité au-dessus de ma tête, dans la mesure où la finance a rarement la réputation de traiter de ce genre de choses. Et en fait, ce qu'on appelle l'investissement responsable, ce dont je suis venue vous parler ce matin, c'est vraiment la façon dont c'est une proposition pour reprendre la main, pour que la démocratie reprenne la main sur le mode de fonctionnement d'un système dont elle a pu mesurer en 2008 qu'elle subissait un certain nombre de conséquences, mais que finalement, parce que ça a l'air compliqué, technique, abstrait, géré sur une espèce de planète en orbite au-dessus de la nôtre, finalement, ça ne peut pas nous concerner et on n'a pas de moyens d'agir sur le secteur financier, alors que bien sûr que si, on en a. Et de la même façon que, un peu comme ce que tous les gens qui sont venus aujourd'hui sont venus vous expliquer qu'il y avait des tas de moyens d'agir, d'innover, de progresser, on peut aussi reprendre la main, par exemple, sur la gestion de son épargne. La plupart des Français, et alors il y en a évidemment qui tirent le diable par la queue, mais il y en a aussi beaucoup, et surtout quand ils sont un peu âgés, qui ont de l'épargne. Et que ce soit 3 000, 30 000 ou 300 000 euros, on peut tout à fait demander à son banquier ce qu'il fait de ces 3 000, 30 000 ou 300 000 euros. Où est-ce qu'il les place? Où est-ce que ça va? Dans quel sens? Comment et pourquoi? Donc c'est ce qu'on appelle l'investissement responsable. Aujourd'hui, en gros, si vous avez eu cette expérience, on vous demande en général quel est votre projet, est-ce que vous voulez financer votre retraite, les études de vos enfants quand vous en avez ou ce genre de choses. On vous demande si vous êtes prudent, dynamique et équilibré, mais à aucun moment on vous demande est-ce que vous souhaitez que votre épargne soit ou ne soit pas investie, par exemple dans le secteur nucléaire, par exemple dans l'armement, est-ce que vous souhaitez qu'elle bénéficie au développement des énergies renouvelables ou ce genre de choses. Quand on parle d'investissement responsable, on parle de ça. Alors vous allez me dire, elle est gentille, la dame sur scène, mais enfin, elle est un peu utopiste. Est-ce que vraiment on peut faire comme ça? Je dis oui, de la même façon aujourd'hui qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'on mange, de quoi sont faits ces produits un peu bizarres et que beaucoup de gens commencent à acheter du bio en se disant bah, là au moins je sais que j'achète des produits qui n'abîment pas la terre dont parlait Sarah tout à l'heure. De la même façon qu'on se demande si les vêtements qu'on porte ne portent pas quelques traces de sang de l'immeuble du Rana Plaza et qu'on préférerait ne savoir que ce n'est pas le cas. Et donc on achète des vêtements dont on peut imaginer que la traçabilité permet de savoir qu'ils n'ont pas été fabriqués par des ouvriers qui sont sous les décombres de cet immeuble du Bangladesh. Tout ça, c'est l'idée de la traçabilité et de la transparence. Et cette traçabilité et cette transparence, on est parfaitement en droit, les citoyens bien sûr, et je vais y revenir après, les investisseurs institutionnels, de le demander aux acteurs qui investissent dans des entreprises, qui en sont les actionnaires, de demander pourquoi, comment, à quelles conditions, et de demander des comptes. En fait, l'investissement responsable, ça consiste à demander des comptes. Et on est parfaitement légitime, et la démocratie, c'est aussi ça. On peut demander des comptes en votant, et en France, on a un peu tendance à croire que c'est le seul moyen. Il y en a plein d'autres. On peut voter avec son caddie, on peut voter de tas de façons, et on peut surtout demander effectivement sur quel modèle et sur quel choix économique et financier on prend des décisions d'investissement, parce que c'est ça en fait le vrai rôle politique. En France, je sais bien que les politiques jouent un rôle clé, mais ils sont loin de mener le monde, comme je pense que chacun d'entre vous le sait. Aujourd'hui, dans les 100 plus grandes entités économiques mondiales, il y a pratiquement une vingtaine d'entreprises, pour beaucoup des compagnies extractives pétrolières. Donc ça veut dire, et on est en train de voir ça avec la question de l'optimisation fiscale, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces multinationales ont beaucoup plus de poids, de pouvoir, à la fois politique, économique, social, et que c'est ça dont on parle quand on parle d'investissement responsable, c'est-à-dire qu'on pousse des actionnaires à leur demander des comptes sur la façon dont elles produisent ce qu'elles font. Je vous donne un seul exemple. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière l'investissement responsable? Il y a ce qu'on appelle l'analyse sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Concrètement, dans un modèle financier classique, vous regardez les profits pour l'essentiel ou la promesse de profit. Quand vous faites de l'investissement responsable, évidemment que vous n'oubliez pas cette dimension-là. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, ce n'est pas une bande de philanthropes, les investisseurs responsables. En revanche, vous regardez à quel prix environnemental et social ont été obtenus ces profits. Et donc, dans ce cas précis, je vous donne un exemple très concret. Chevron, qui est une grande compagnie américaine qui est aujourd'hui l'une de celles qui posent le plus de problèmes à la planète, a été condamnée à 18 milliards de dollars d'amende
par un tribunal équatorien pour pollution de l'Amazone. Chevron conteste cette amende qui a été, aujourd'hui, elle est condamnée en appel, et donc ne l'inscrit pas dans ses comptes. Donc aujourd'hui, quand Chevron dit, nous faisons, en 2012, ils ont fait plus de 26 milliards de profits, ces 26 milliards de profits, a priori, vous devez déjà en enlever 18. C'est pas le même résultat, c'est pas le même résultat économique. Dans l'analyse ESG, vous comptez les 18 milliards dans les bénéfices que fait Chevron, plus le fait qu'à terme, le conflit extrêmement violent dans lequel est lancée la compagnie américaine, qui est en ce moment dans un bras de fer avec l'État équatorien, pour des raisons de pollution, c'est vraiment un conflit emblématique des sujets dont on parle, eh bien, dans ce cas précis, un investisseur responsable, effectivement, ne doit théoriquement absolument pas être actionnaire de Chevron ou de ce genre de compagnie. La question, c'est vraiment quels sont les modèles économiques, quels sont ceux qu'on pousse. Et c'est en ça que l'ISR, on dit souvent que c'est une sorte de social-démocratie, parce que vous voyez bien que ce qui émerge aujourd'hui, c'est un peu des pouvoirs parallèles. C'est le crowdfunding, comme le citoyen peut financer enfin des modèles qu'il choisit. Je fais partie de ceux qui croient que si on laisse le système perdurer sous prétexte qu'il est irréformable, lui continue à produire ses effets. Donc il est probablement tout aussi clé, voire plus, de pouvoir trouver des moyens d'agir, de saisir les autorités en question, enfin de saisir les systèmes, de les bousculer et de leur poser des questions. Alors il y a une campagne qui s'appelle Exiger l'ISR, donc qu'on peut trouver en accès sur notre site novetic.fr, mais qui est aussi un site dédié en soi, qui consiste à écrire un petit mail à son banquier en disant: est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites sur l'ISR? Est-ce que vous pouvez me présenter vos offres? Ça présente un temps limité, mais ça fait une action, et surtout l'objectif des gens qui participent à cette campagne, c'est d'obliger les acteurs financiers à se rendre compte qu'effectivement, il y a un nombre non négligeable de leurs clients qui ont ce type de demande, et donc de ne pas s'abriter sur quelque chose que j'entends très souvent, genre mais de toute façon les gens ça les intéresse pas, c'est trop technique, c'est pas leur problème, ils me font confiance. On est bien évidemment dans un monde où l'un des paradoxes du secteur financier, c'est que globalement les gens en ont une très mauvaise image, les citoyens, dans n'importe quelle enquête. En revanche, ils ont cette mauvaise image, mais bon, on est à sa banque, on entre à sa banque à 18 ans, on en sort éventuellement les pieds devant. Parfois, on s'interroge un peu au moment où on prend un crédit immobilier ou quelque chose comme ça en se disant tiens, si je changeais de banque, mais enfin c'est assez rare. Donc c'est vrai qu'on est dans un secteur où la problématique de se dire je vais perdre mes clients est beaucoup moins forte que dans d'autres secteurs où effectivement ils peuvent partir très vite en se disant tiens, telle enseigne ne me plaît plus, je vais aller dans telle autre. Donc il est absolument important d'envoyer des signaux clés. C'est tout aussi important, et ça c'est une idée qui est assez peu référencée aujourd'hui, mais que le vrai pouvoir politique, il est probablement dans la main de ce qu'on appelle les institutionnels. C'est-à-dire que quand je vous donne des ordres de grandeur, aujourd'hui l'assurance vie des Français c'est 1300 milliards d'euros. Les encours détenus par ce genre d'acteurs, c'est plus que ça encore. Donc quand vous détenez ce genre d'actifs, le pouvoir que vous avez, le pouvoir financier, mais qui est finalement le vrai pouvoir politique de mon point de vue dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est absolument clé. Donc il y a un autre type de chose qui est aujourd'hui peu référencé en France, mais qui existe dans les pays du Nord, qui consiste, pour les gens, vous payez par exemple une assurance, des assurances diverses et variées, une assurance automobile, une assurance de ce type-là, tout l'argent que vous versez chaque mois, il finit par faire un grand tout qui est géré par un certain nombre d'acteurs. Ces acteurs-là n'ont pas aujourd'hui du tout en tête qui pourraient vous expliquer ce qu'ils font avec le volume d'encours qu'ils gèrent. Est-ce qu'ils intègrent tous les critères que je viens de regarder? Est-ce que finalement la façon dont ils placent cet argent consiste effectivement à, en gros, éviter les secteurs très à risque et très dangereux pour l'avenir de la planète, comme Chevron dont je vous parlais tout à l'heure, et plutôt de favoriser des entreprises qui, elles, ont les solutions telles que celles qu'on vient d'entendre. Donc, est-ce qu'on fait ça, ou est-ce que finalement, l'objectif, il est de gérer de la finance telle qu'elle a toujours été, et telle qu'elle produit des effets dont on peut mesurer tout à fait, en particulier depuis 2008, l'impact négatif. Donc, c'est cette pression citoyenne exercée sur les acteurs financiers qui est absolument clé. Bien évidemment, elle ne doit pas être toute seule, mais si déjà elle existe,
C'est elle qui entraînera le reste, c'est-à-dire que les politiques qui ne comprennent pas toujours très clairement comment fonctionne la finance seront un peu obligés de se confronter à ça. Ils seront un peu obligés de se dire que la pression citoyenne demande de rendre des comptes sur des modes de fonctionnement, de poser un certain nombre de règles et effectivement de promouvoir l'idée que l'analyse financière seule, elle ne montre qu'une toute petite partie elle ne montre qu'une toute petite partie des entreprises et qu'une analyse plus riche, elle permet de savoir si les business models sont résistants ou non. Et c'est ça qui est utile pour tout le monde.